Ok, merci beaucoup pour l'intro. Pour moi, donc, il m'a présenté, je suis Titouan, je suis cofondateur et CTO de Dotfile. Avant ça, j'ai bossé avec ces gens-là là, à Continuity. Et en gros, j'ai beaucoup bossé dans du secteur assez régulé, donc de la fintech, de l'insurtech, et j'ai fait un peu de médical. Donc l'importance d'écrire du code de qualité et ne pas faire d'erreur, c'est quelque chose que je connais et que j'ai vécu. Donc aujourd'hui, en ayant vu tous ces outils arriver, la vraie question qui se posait, c'était ok, mais est-ce qu'on est capable vraiment de contrôler du coup ces outils d'IA? Il y a un concept qui est apparu et que plein de gens parlent, ce qu'on appelle la AI Software Factory. En gros, c'est comment on arrive à faire ce qu'on fait avec des humains, mais avec des agents. Et en fait, on peut se dire, ok, on va lancer Claude Code, on va lancer un agent, Codex, etc. Et ça va marcher, ça va être de la magie. En fait, pas vraiment. On se rend compte que coder, c'est une partie en fait, de l'ingénierie. Encore une fois, on peut parler de vibe coding. Moi, je parlais plutôt de vibe engineering parce qu'en fait, il n'y a pas que ça. On ne fait pas que écrire du code. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on le voit dans le monde, les équipes vraiment top eng qui sont en train vraiment de se redessiner en tant que système complet et pas seulement en fait l'étape de code. Donc, je vous emmenais un peu sur ma réflexion autour de ça et en gros comment en pratique on peut faire quand même du code qui... alors attendez, je récupère ma souris. Comment on peut faire du code qui soit quand même contrôlé. Moi, j'aime bien commencer par 3 questions. Ça permet aussi un peu de voir l'audience et de voir les affinités en fait, à passer sur ce nouveau mode de créer du logiciel. Première question, qui ici a déjà été lead de projet? Ok. Qui a été déjà lead d'équipe ou manager de personnes physiques? Et qui a été dans le leadership tech, CTO, head of, ce genre de choses? En fait, ces questions, elles ne sont pas anodines. Ce qui va se passer, c'est que les gens qui ont déjà un peu managé des équipes, même parfois des product managers, vont être plus habitués à faire du vibe coding. C'est ce qu'ils faisaient en fait. Ils ne regardaient pas le code de que tout le monde produisait. Ils avaient à peu près une bonne idée de ce qu'ils voulaient et ils géraient la qualité, etc. Donc ça, c'est souvent en fonction de là où vous êtes, vous allez avoir plus ou moins de barrières à accepter l'agentique. Bon, ça va ultra vite, hein. Franchement, là-dessus, on est tous d'accord, on le voit. Aujourd'hui, on voit que les top teams, elles ont quasiment x2 en productivité. C'est assez impressionnant. On va voir aussi qu'il y a certaines teams qui sont dans le négatif. Et du coup, ce que je trouve assez excitant, c'est que c'est un avantage en fait pour les boîtes qui se montent, les startups. Du coup, c'est vraiment le bon moment avec ces outils-là de faire x2 et de ne pas faire dans le négatif. On sait tous, hein, la vitesse, je ne vous apprends rien, c'est un peu le mot des startups. Alors, je vous parle des startups, peut-être que tout le monde n'est pas en startup ici ou scale-up, mais pour avoir fait beaucoup de startups, et surtout l'IA a été adoptée beaucoup par les startups aujourd'hui, c'est quelque chose qui drive la trend en fait. Les chiffres qui vont avec, clairement, quand on voit le bottom 25 en fait, des équipes ici, elles ont quasiment 0 de throughput avec l'IA en plus, en fait. Et plus on avance sur les top 5%, là, ils ont 97% en plus de throughput year over year. Donc en fait, c'est le fameux x2 qu'on voit sur les équipes qui adoptent l'IA. Là-bas, il y a un autre graphique aussi intéressant. On peut voir à quel point ça s'est accéléré entre 2024 et 2025. 2025, hein, ça a été une année assez clutch, comme on dit. Moi, j'avoue, franchement, au début, avec mon équipe de seniors, on était là, on fait OK, on est encore meilleur, on se faisait des petits benchmarks, on testait des tools, au bout d'une semaine, on les jetait, on revenait à la main, ensuite on revenait. 2025, ça a complètement changé. Depuis 2025, on n'écrit quasiment plus une seule ligne de code à la main, vraiment. Donc, il y a vraiment eu un changement. Et ça, voilà, beaucoup de gens le disent. Il y en a qui disent coding is solved. Ok, peut-être, à voir encore. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en gros, coder, produire du code, écrire des lignes de code, c'est plus vraiment ça qui est le problème aujourd'hui. Donc, on génère du code, c'est génial. Mais maintenant, comment on va faire pour tester, review? Alors, tous ceux qui sont à utiliser des AI agents pour coder dans une équipe assez grosse ont dû forcément voir le bottleneck de la review. Mais comment on s'intègre et comment on déploie tout ça à scale? Et pour ce faire,
C'est vraiment réfléchir le système complet du software engineering pour construire du logiciel de qualité. Et pas simplement juste cracher du code. 3 layers que je vois, et c'est assez partagé. Moi, j'aime bien toujours commencer par le truc boring. Ça, c'est le truc de base. C'est le truc qu'on fait depuis des années. Ce qui est bon en fait pour les humains est bon en fait pour les agents. On va voir vraiment que la couche agentique, c'est vraiment un multiplicateur de ce que vous avez aujourd'hui. Donc en fait, la developer experience, le fait d'avoir des bonnes fondations, une bonne DX, une bonne CI, c'est ça qui fait tout. C'est ça qui va faire que vous allez accélérer. C'est ça qui va faire qu'en fait, vous allez empirer les patterns bien pourris que vous avez dans votre code base. Le deuxième layer, c'est l'AI, évidemment. On rajoute la partie agentique. Là, pour moi, il y a vraiment 2 challenges. Le premier qui est un challenge psychologique, finalement. Est-ce qu'on est prêt à accepter que ce soit des agents qui écrivent le code à notre place? La confiance qu'on a dans ces agents. Et le deuxième, c'est la feedback loop. Un agent, on l'a vu, quand il est capable de s'auto-corriger parce qu'il voit des tests, il est capable de tester le endpoint, il est capable de voir l'UI, etc. En fait, il est capable de s'auto-corriger et puis il va mettre plus ou moins de temps. Mais à la fin, il va sortir quelque chose de plus ou moins bien. Et plus la feedback loop elle est bonne, plus les signaux sont bons, plus en fait, il va converger vers ce qu'on a envie d'avoir à la fin. Et en fait, ça, c'est un gros challenge technique en fait. Et enfin, le troisième layer qu'on met au-dessus de tout ça, une fois qu'on a bien géré cette partie-là, en fait, c'est de faire du produit, d'avoir plus de temps pour se focus à tacler vraiment des problèmes compliqués en produit et en gros, shipper de la valeur aux clients. Parce que c'est ça qui rapporte de l'argent quand même. OK. Le premier layer, je sais pas, vous connaissez peut-être Boris Cherny, c'est lui qui a créé Claude Code, mais avant ça, en fait, il était chez Meta. Quand il est arrivé chez Meta, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est enterré 3 mois. Il a été déplacé dans l'équipe Instagram. Et donc il arrive sur une codebase, voilà, Meta rachète Instagram, la codebase c'est du Python Django, c'est vraiment pourri, genre il dit le click to definition ne fonctionnait pas, quoi. Voilà le niveau de la codebase. Et donc il s'enterre 3 mois pour remettre vraiment toutes les fondations, les bases solides, pour refacto les choses. Aujourd'hui, voilà, Instagram, c'est l'un des leaders aujourd'hui des réseaux sociaux sur tout ce qui est photo, vidéo, quoi. Donc voilà, il le dit très bien, on ne peut pas construire de grands produits sur des fondations terribles, il n'y a pas de doute là-dessus. Et les agents vont que amplifier en fait ce que vous avez aujourd'hui dans votre codebase. Je ne vous apprends rien, mais l'architecture, le code quality, avoir du formateur, du linter, avoir une structure modulaire, peut-être du cleanarchy, etc. Enfin, voilà, ça fait des années qu'il y a la littérature là-dessus. Du typing strict, bon, TypeScript, mais vous prenez n'importe quel langage typé aujourd'hui, ça marche bien. Avoir un processus de code review qui a de la valeur. L'observabilité aussi, pour pouvoir bien se rendre compte de qu'est-ce qui ne va pas, et close the feedback loop. L'observabilité côté déploiement quand c'est en prod, mais aussi en local. La pyramide de test et avoir quelque chose de AI-friendly test coverage, parce qu'il est capable de générer des tests et de tout moquer, hein, ça, voilà, on l'a déjà vu. Bon, les humains aussi, j'ai déjà vu ça. Mais ça, cette partie-là, être astucieux dans la manière dont on crée les tests, ça change tout. Franchement, ça change tout. Typiquement, sur un protocole de communication entre des agents en LangGraph et du front, j'ai mis en place des snapshots, des tests par snapshot. Donc en gros, je passe par le protocole, je regarde les events qui m'a sorti, je snapshot ça et je garantis qu'il n'y a plus de régression. Voilà, un bon use case, par exemple, je pense assez malin d'utilisation des snapshots pour justement garantir qu'il n'y a pas de régression. Et enfin, bon, la CICD, les trucs basiques, ça doit être rapide, on peut deploy, etc. Quelque chose que je rajoute, que je trouve assez intéressant à la DX en fait, pour moi ça fait partie de la DX, c'est la partie vraiment issue tracker et project management. Quand vous avez une bonne hygiène de projet, d'issue, de découpage des issues, que les ingénieurs ils découpent bien les issues, que derrière ça fait des PR qui sont petites, reviewables, etc. En fait ça change tout. Ça change tout. Avoir un bon framework de project management et de pouvoir bien streamliner tout ça, ça change tout pour les agents qui ont besoin qu'on découpe bien, surtout s'il y a des phases de review derrière. Et derrière pour qu'ils puissent organiser le travail. Tout ça, on va pouvoir aussi mettre de l'agentique. Pareil, j'écris plus des issues, c'est mes agents qui écrivent des issues, quoi. On en reparlera un peu après. Le deuxième layer, c'est mettre de l'AI par-dessus cette base saine. Du coup, comme je vous le disais,
Le premier sujet, c'est vraiment psychologique. On va passer du coup d'auteur, on écrivait du code, à on va review du code et on va devoir faire confiance à quelque chose d'autre pour écrire ces lignes-là. Et on va le guider. C'est plus facile quand on a déjà été manager, ça c'est sûr, de lâcher le craft en fait. Et même moi, à un moment, on se sent un peu est-ce que je suis pas une fraude à laisser l'agent faire ce que je lui ai dit de faire et en fait, j'écris plus le code. Et puis après, tu dis bah, c'est moi qui l'ai fait, hein, il y a ton nom sur l'APR. Ok. Non, mais on est tous passés par là. Franchement, des fois, tu te regardes, tu as un petit doute quand même. Moi, je pense que ce qui est important, c'est là où on crée de la valeur. Et en fait, shipper plusieurs PR qui ensuite apportent de la valeur au client, en fait, c'est là où vraiment, sans moi, sans cette orchestration-là, je ne pense pas qu'il en aurait été capable tout seul. La preuve, on donne la même tâche à n'importe qui d'autre, en fait, il n'arrive pas forcément au même résultat. En tout cas, pas la même qualité, pas les mêmes edge cases qui ont été pensés, etc. Le deuxième, c'est le technical gap. En gros, c'est cette feedback loop. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, voilà, les tests, le linting, franchement, ça marche super bien. Il va respecter les règles. Quoique, les tests, des fois, je vous l'ai dit, des fois, si on ne le guide pas bien, il va tout moquer, il va te dire « Ok, vas-y, ça passe ». Par contre, dès qu'on commence à faire du front-end et qu'il faut lui demander des trucs un peu spécifiques et qu'il n'a pas réussi du premier coup, pour lui faire récupérer le truc, même avec un MCP Playwright qui est ultra lent, etc., c'est compliqué. Et je ne vous parle pas de développement iOS ou Android. Il y a un MCP qui est sorti là, pour le simulateur iOS, mais franchement, ils en sont au tout début. Mais on voit qu'il y a de l'investissement et on voit qu'aujourd'hui, c'est l'un des plus gros bloqueurs. On donne de la feedback loop à un agent, on le laisse tourner, ensuite on va les paralléliser et à la fin, il donne ce qu'on lui a dit de donner, à condition d'avoir été précis, évidemment. Le troisième layer, celle où on apporte la value et où on commence à compound par rapport à tout ce qu'on a mis en place, on va avoir plus, pour moi, de focus, de deep focus vraiment sur faire réfléchir à craquer des vrais problèmes produits pour les clients. Léa va nous aider à réfléchir sur quel est le bon data model, quel est plus ou moins les bons namings, etc. Mais en fait, elle ne connaît pas le métier, ou alors c'est un métier qui est ultra connu, mais souvent, ça va donner des choses ultra génériques. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, on peut poser une question à ChatGPT, on va avoir un truc ultra générique. Donc en fait, on a besoin vraiment d'avoir cette créativité et ce travail produit. Et avoir plus de focus time pour ça, ça veut dire aussi des équipes plus petites, des ingénieurs qui remontent dans la chaîne de valeur, qui remontent dans le produit, et du coup tacler plus des problèmes plus compliqués. Et pour moi, c'est surtout cette partie-là. Hein. En gros, on va pouvoir shipper plus. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit hein, naturellement. On voit des choses qui sont shippées beaucoup plus vite. Alors après, la qualité, voilà. Mais l'idée, c'est comment on arrive à garder avec cette stack-là la qualité au même niveau qu'on avait avant et shipper à la même vélocité que des gens qui ne se poseraient pas de questions. Quoi. Quelques consensus. Je pense qu'il y a déjà un premier truc sur lequel tout le monde est vraiment d'accord, c'est le spec-driven development. En gros, on planifie d'abord avant du coup, de commencer à écrire des lignes de code. C'est assez rigolo, mais des teams assez seniors, en vrai, elles faisaient déjà ça. Je connais beaucoup de teams seniors et nous, on faisait ça aussi. On lance jamais un projet sans faire de spec. Jamais. Alors toujours, on fait un gros dossier d'architecture, on étudie l'existant, on dit ok ça va fonctionner comme ça, ensuite on fait le split des issues, ensuite on fait le refinement avec toute l'équipe qui challenge chaque issue, et à la fin on a un projet bien spéqué qui part dans des cycles de développement. Là c'est pareil, et en fait on se rend compte qu'il y a plein d'outillages qui se sont développés autour de ça, et c'est sûr, parce que le fait de faire une phase de spec permet de poser des questions et d'aller vraiment dans le détail, et en plus on spec avec l'agent qui lui va vraiment rentrer dans le détail, et c'est le détail qui va faire qu'il va être précis ou pas. Plus on lui laisse, c'est pas compliqué, hein, plus on lui laisse de la place pour prendre des décisions un peu arbitraires, plus c'est juste, on va autant aller jouer au casino. Quoi. Donc voilà. GitHub, Microsoft, Martin Fowler aussi, beaucoup de gens ont écrit là-dessus et des gens assez connus. Tous les coding agents aujourd'hui ont un plan de mode. Franchement, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Je vous présenterai après mon workflow, comment je travaille, mais ça pour moi, c'est vraiment ce qui marche bien aujourd'hui.
Il y a même des projets qui vont assez loin. Il y a Ouroboros qui, du coup, en gros, son constat, c'est à partir d'une idée ultra vague, comment j'arrive à affiner et à aller sur une spec technique en utilisant tous les principes de psychologie de convergence, divergence, jusqu'à arriver vraiment à OK, c'est ça qu'on veut faire, quoi. Et ça reprend, en fait, il a fait des sub-agents qui reprend des travaux de psychologie sur, OK, à partir d'un truc que j'ai dans la tête, comment j'en fais un vrai projet concret, comment je concrétise du coup mon idée. Bon, là, sans surprise, Claude Code, c'est un des outils de coding agent le plus utilisé. Dans les chatbots, c'est des gens en fait qui n'utilisent pas de coding agent, juste ils vont sur ChatGPT ou ils vont sur Claude et ils posent leurs questions, ils copient-collent du code. Il y en a, ils sont nombreux. GitHub Copilot, en fait, il est ici parce que c'est pas compliqué. Tous les gros enterprise, genre Blablacar, etc., ils utilisent GitHub Copilot parce que c'est inclus avec leur org GitHub et que comme c'est des enterprises, enfin voilà. Le procurement, je vais pas faire un discours là-dessus. Cursor, en fait, pas mal utilisé, mais beaucoup en baisse par rapport à Claude Code. Et après, il y a un peu toute la long tail. OpenCode qui monte bien, franchement. Antigravity de chez Google, là, ils ont sorti un IDE. C'est dommage que ce soit juste un IDE, mais sinon, franchement, pas mal et des bonnes idées sur l'édition de la planification. Windsurf qui a été racheté, mais dans tous les cas, voilà, c'est pas les premiers qui sont au plus haut. Et Augment Code, moi, j'utilisais beaucoup Augment Code au tout début. Pourquoi? Parce que c'était les premiers à être SOC 2 type 2 et en plus de ça, c'est les premiers qui avaient ce concept de faire du RAG avec la codebase au tout début, quand les contextes étaient tout petits. Donc du coup, c'était bien pratique. Il était vraiment plus lent, mais beaucoup plus pertinent en fait. Mais bon, malheureusement, heureusement, hein, c'est Anthropic qui a réussi à bien accélérer et surtout grâce à leur modèle. Franchement, la grosse différence sur Cursor, par exemple, si vous utilisez Cursor avec Composer et si vous utilisez Cursor avec les modèles anthropiques, on sent un peu la différence. Et tout le monde le dira, dès que je veux faire des tâches un peu de réflexion, de planning, on passe sur du Opus directement. Donc là, bon, ça, ça date, ça date de fin de cette année. C'est en gros le State of AI Tooling de The Pragmatic Engineer. Et donc, ce qui est assez flagrant, c'est les modèles anthropiques, Opus, et en fait, en long tail, il y a leur ancien modèle. Il faudrait mettre à jour avec Opus 4.6, mais clairement, ça montre un peu la tendance, quoi. Même si ChatGPT et Codex, franchement, ils essayent de bien rattraper. Et puis Google aussi, ils s'en sortent pas trop mal. Bon. OK. La base des coding agents et comment en fait on les utilise pour tirer le meilleur parti et en gros un peu gérer cette partie agentique. On va voir un peu les grandes features de ces AI agents. Bon, je suppose que vous les connaissez tous, mais l'idée c'est de rentrer un peu dans chacune avec leurs particularités et surtout le mode plan et après les hooks que je trouve très intéressants pour justement bien mettre des guardrails à ces agents. On réfléchit avant de faire quoi que ce soit. Franchement, itérer avec l'agent le plus possible. Et le workflow, pour moi, il est toujours comme ça. Il est, on décrit le projet sur lequel on va travailler. Parfois, je replane même l'issue sur lequel je vais travailler quand je sens que ça a été un peu faible, l'écriture, la description de l'issue. L'agent fait le plan, on review, on édite, on approuve et ensuite l'agent exécute. Assez classique, mais clairement, ça fait toute la différence entre une tâche qui va vraiment diverger dans l'entropie de la LLM versus vraiment je sais exactement ce que je dois faire et c'est clair. Et encore mieux quand on comprend encore plus du coup ce qui a été écrit en tant que plan. Ça c'est encore un autre sujet entre les juniors et les seniors, à quel point on est capable de comprendre en fait ce qui a été craché par l'agent. Le contexte, ça, c'est la base. S'il n'y a pas de contexte, l'agent il va forcément diverger.
Alors, il y a la tâche, évidemment, qu'il doit faire, mais pour faire une tâche, il faut connaître la code base, il faut connaître le langage, il faut savoir comment ça a été déjà implémenté, etc. Le contexte, aujourd'hui, il y en a, il y a à peu près 4 outils. SubAgent, c'est un peu particulier, j'en parlerai. Le agent.md, alors c'est le cloud.md, etc., vous faites des symlinks, hein, mais ils se sont mis d'accord sur une sorte de agent.md qui est du coup chargé à chaque session. Donc en fait, à chaque fois qu'on va lancer du coup un coding agent, ça c'est chargé. Donc il faut le garder assez petit pour ne pas flouder le contexte quand même. Souvent, c'est bien de mettre un peu le project overview, beaucoup de liens vers des skills ou des liens vers du reste de la doc et les principales commandes pour ce projet-là. Les instructions de testing, les security, c'est pas mal aussi. Les rules, c'est vraiment des instructions qui vont être scopées à une partie de la code base. C'est pratique quand vous avez le back-end en Python et le front-end en TypeScript. C'est pratique aussi quand il y a des zones assez spécialisées dans la code base, c'est pratique pour les tests, ce genre de choses. C'est assez déterministe. Les agents, parfois, ils ont tendance à pas load la bonne rules au bon moment. Claude Code est assez bon pour ça, Cursor est assez mauvais. Les skills, du coup, c'est un standard qui a commencé à être adopté par tous. Et franchement, c'est vraiment pas mal. C'est pour, du coup, partager, en fait, vraiment une action, en gros, une tâche qu'on a envie de faire qui serait répétitive, comment on va faire cette tâche-là, genre par exemple comment on écrit des tests, comment on review, comment on commit, comment on récupère une issue depuis linéaire, on implémente l'issue, on commit et on ouvre l'APR. Voilà, pour faire un flow complet. Et ça, c'est vraiment pratique, surtout que du coup, on peut vraiment en mettre vraiment plein et ils sont load dynamiquement par l'agent. Ou on peut les appeler avec un slash. Ça, avant, c'était les commandes dans Cursor, enfin ça a bien évolué et là, ils se sont vraiment standardisés. Ça, c'est vraiment en ce moment le top du top. Nous, par exemple, sur nos agents, on implémente des skills aussi et franchement, ça marche vraiment bien. À chaque fois, il load le bon contexte au bon moment quand il en a besoin. Ultra pratique. Et enfin, les sub-agents. Moi, je vois un seul cas où c'est vraiment utile. Alors, c'est isolation de contexte, évidemment. Et exécution parallèle. Quand on commence à faire des sub-agents, à utiliser des sub-agents en séquentiel, en fait, ça a été démontré qu'on perd plus de contexte et on perd plus de vitesse. Les bons use cases, c'est souvent si vous ne développez pas des agents, mais que vous faites juste utiliser des coding agents, ils le font automatiquement. Vous le voyez quand ils cherchent dans la code base, ils cherchent sur le web, ce genre de choses, mais en fait, il va lancer des sub-agents en parallèle pour récupérer le contexte et à la fin, il va donner juste l'output nécessaire pour continuer et pas flouder le contexte de l'orchestrateur principal. Voilà. Souvent, ça c'est une réalité, hein, mais les modèles aujourd'hui, si ils sont ratés, c'est qu'on ne leur a pas forcément donné le bon contexte ou qu'ils n'ont pas eu accès à la bonne feedback loop au bon contexte, quoi. Ils pensaient que c'était ça, les probabilités disaient que ok, la solution c'était ça, mais en fait, si tu rajoutes d'autres choses dans l'équation, en fait, la meilleure solution c'était autre chose. Ça, c'est encore un autre niveau au-dessus, mais une fois qu'on a bien maîtrisé tout le reste, comment on commence à paralléliser? Comment on a la confiance et derrière, on arrive à faire plus de travail. Paralléliser avec les worktrees. C'est rigolo, mais les worktrees, c'est une feature qui est devenue ultra hype alors que c'est un truc de Git ultra basique. En fait, ça permet juste de créer dans un dossier isolé, du coup, l'équivalent de la code base et qui est géré par Git. Donc, mais ce qui est parfait parce que les agents, ils ont une nouvelle structure de fichiers, un nouveau file system dans lequel ils peuvent bosser de manière isolée. Alors, vous allez me dire, ça ne résout pas tous les problèmes. Une code base, elle a besoin de variables d'environnement, elle a besoin parfois de lancer une stack Docker, etc. Donc, avant d'arriver à faire ça correctement, il y a un peu de boulot en vrai pour que ça marche bien. Mais une fois qu'on a réussi à configurer ça, en fait, on commence à voir le truc. On va planifier des tâches. L'output du plan, c'est un ensemble d'issues, de tâches, et ensuite on va lancer les agents sur les tâches qui peuvent être faites en parallèle, évidemment, avec des contextes différents.
Ça va ouvrir des PR, ça va review, ça va merge, et on va comme ça pouvoir automatiser quasiment ce qu'on faisait avant sur la partie vraiment delivery, quoi. Là-dessus, ça amène le layer encore au-dessus de la parallélisation, c'est comment on va orchestrer ces agents-là. C'est assez rigolo, mais Vibe Kanban ou Craft Agent, et assez récemment, c'est OpenAI qui a open sourcé Symfony. En fait, c'est tous des projets de Agent Board Management. Donc en gros, on voit un board Kanban, et en fait, on voit des tâches, et on voit des agents qui, du coup, viennent prendre des tâches. On voit le stream, de la conversation de l'agent. Et dès qu'il a fini, il met ça en review, il a ouvert la PR, on clique, on va voir la PR, on fait la review. Une fois qu'on a review, hop, ça passe en done, et le projet, comme ça, il se dépile. Ça, c'est la théorie. En pratique, c'est très, très messy. Pour le moment, on y va. Les hooks, c'est une manière déterministe, et je pense que c'est la meilleure manière pour vraiment avoir des vrais guardrails pour les agents. En gros, c'est quand il va utiliser un tool, avant chaque tool, ok, on va analyser un certain nombre de choses, et on va lui dire, ok, si tu es en train de faire un drop table delete, surtout tu ne le fais pas, on va le bloquer, on va l'arrêter. Pareil, si tu touches à des points env, ok, on ne le fait pas, tu as le droit de toucher à des points env.test par exemple. Donc là, c'est vraiment les guardrails de sécurité qui vont être nécessaires. Ça, pour moi, les hooks, on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment ça qui nous permet de lancer les agents et de se dire, ok, en fait, je suis confiant, il n'y a pas de débordement que je n'ai pas prévu. Donc là, il y a quelques exemples, je ne vais pas rentrer dans tous. Les exemples d'envoyer des notifications sur ce genre de choses et tout, c'est rigolo, mais moi, je trouve que les vrais use cases, c'est sur la sécurité et les guardrails pour ne pas laisser les agents faire n'importe quoi. Qui dit contexte dit aussi intégration. Comment on s'intègre aujourd'hui avec les agents. Il y a le protocole MCP. Voilà, moi j'aime bien le protocole MCP, mais en vrai, s'ils avaient pu spécifier aussi la partie authentification, on n'aurait pas tous autant de problèmes à gérer la sécurité et l'authentification de ces trucs-là qu'on connecte à nos agents et que pas beaucoup de monde comprenne comment ça marche. Moi, je ne suis pas super fan de MCP, je trouve que c'est pas très stable, qu'ils n'ont pas tout prévu dans le protocole et que tout le monde a un peu monté son petit serveur MCP Node.js dans son coin. Et en fait, sur votre machine, si vous ne vous rendez pas compte, mais des fois, quand vous installez MCP, ça pop un Docker ou ça pop un Node.js avec le serveur MCP. C'est ça que ça fait. Donc voilà, et quand il y a de l'authentification haute, on est bien content. Mais la plupart du temps, ils vous demandent de mettre une clé API en clair dans le petit JSON de config. Donc voilà. Autre, la partie sécurité qui laisse à désirer, les vrais gens qui utilisent des MCP de manière sérieuse, ils ont souvent des MCP Gateway. Typiquement chez Uber, ils ont ça, ils ont développé la leur. Il y a des boîtes maintenant qui se sont lancées et qui font ça. Donc en gros, ils popent des MCP, ils gèrent la couche authentification. Et du coup, au moins, c'est un peu plus carré. Mais sinon, ça a quand même de la valeur, surtout pour interconnecter. Donc voilà, GitHub, GitLab, Context7 aussi pour aller chercher les docs, c'est plutôt pas mal. Linear, c'est quand même très, 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 très utile. Playwright, on en parlait. Xcode Build, voilà, l'iOS Simulator. Et après, derrière, toute la communication qui peut être intéressante, des fois dans les mails, surtout sur Slack, il y a pas mal de choses, quoi. Moi, j'aime pas trop les MCP, mais je trouve qu'il y a un autre truc qu'on ne parle pas assez, même si je vois pas mal de gens en parler du coup en ce moment. C'est en fait l'agent, il est pas mal entraîné finalement sur faire de la CLI. Parce que sur le web, avant, il n'y avait pas les MCP, mais par contre, il y avait des CLI. Donc en fait, je me rends compte, j'ai installé le MCP pour GitHub, pour ouvrir des PR. Une fois sur deux, en fait, il utilise la GitHub CLI, quoi. Tant qu'à faire, autant utiliser la CLI parce qu'en plus, il gère l'authentification de son côté, la CLI, de manière sécure. Donc, si c'est installé sur mon PC, ça marche un peu mieux. Et en fait, tu te rends compte que quand tu installes Core Utils sur Mac, pour ceux qui ne sont pas sur Linux, en fait, l'agent, naturellement, quand tu lui demandes des tâches, un petit peu de debug, d'analyse de fichiers, etc., naturellement, il va aller sur ces commandes-là. Parfois, il va dire « Ah, je ne les ai pas, etc. » En fait, juste installer ça, ça lui donne des super pouvoirs. Et évidemment, faire ses propres scripts. All right. Dernier truc sur les MCP.
En fait, les MCP, il faut savoir, hein, c'est juste des wrappers au-dessus des API. Moi, je n'ai pas compris pourquoi les gens ne se sont pas dit, en fait, on a déjà une norme pour spécer les API qui s'appelle OpenAPI et qui est utilisée depuis des années et des années. Et pourquoi, en fait, on ne fit pas du OpenAPI au LLM, tout simplement. Et en fait, ce qui se trouve, c'est qu'il y a pas mal de mecs qui font ça aussi. Ça, je devrais le rajouter. Mais en gros, il y a un skill avec du tooling où en fait il va chercher le OpenAPI et à partir du OpenAPI en fait il sait utiliser l'API et il va générer un peu le MCP, en fait il va générer les définitions de tool à partir de l'OpenAPI tout simplement. Parce que ce que fait le MCP, hein, c'est juste définir des tools et comment on les appelle qui sont ensuite bindés sur des calls aux API hein, tout simplement. Je vais vous présenter un peu mon workflow, comment je travaille. Encore une fois, franchement, je pense que ça peut être 1000 fois amélioré. Je pense qu'on pourrait virer l'humain à encore pas mal d'endroits et c'est ce qui va se passer dans le futur. Moi, je commence toujours par définir le projet avec une team d'humains. Donc, on s'aligne sur les objectifs business, on définit pourquoi on fait ça, les contraintes, et je crée le projet sur Linear, enfin votre task manager préféré, et on le place sur la roadmap. Ça, c'est un truc vraiment d'humain. Ensuite, on va passer sur la partie spec. On va du coup rentrer en mode plan. Et là, je bosse main dans la main, donc c'est Human Architect avec du coup un AI Agent pour écrire les spécifications. Souvent, les spécifications, c'est un bon one-pager avec l'archi, avec les contraintes techniques, les difficultés qu'on peut rencontrer, les risques, et ensuite le découpage en milestone. Parfois, je découpe un peu les issues et je mets toujours un ADR, donc Architecture Decision Record, pour tracer pourquoi on fait ça, comment on le fait. Et ensuite, on va prendre les décisions avec l'équipe. Troisième étape, review, du coup, refinement avec l'équipe. Du coup, là, c'est vraiment que les humains qui review les specs, prennent les décisions, les logs dans l'ADR. Et l'idée, on va challenger, ok, ça par rapport au business, ou alors on va challenger, ok, ça techniquement par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, comme ce qu'on faisait avant tout simplement, et on met à jour les documents. Enfin, on va splitter, pardon, quatrième étape, on va splitter du coup ce projet-là qui est clair sur l'objectif, sur ce qu'on va faire et comment on va le travailler. Et là, on va le splitter en issue. Et on va même réajuster. Souvent, moi, je respec chaque issue. Je demande vraiment de respecter chaque issue. Potentiellement, on a juste le scope. Des fois, je me dis, OK, cette issue-là, en fait, elle est un peu grosse pour l'agent. Je vais peut-être la redécouper en deux. Voilà. Le truc qui est important sur les issues, c'est releasable. Après, ça dépend, mais je trouve que pour avoir un bon flux de PR et que ça puisse envoyer et être déployé, c'est quand même mieux de faire ça comme ça. Le fait de lui spécifier releasable, il va aussi se mettre en mode ok, en fait, je ne peux pas faire de breaking change, il faut que je réfléchisse à une stratégie de découpe des issues, il va faire des issues un peu plus petites et c'est ce qui va garantir derrière que l'implémentation est fluide et que la review aussi. Implémentation, là je le fais toujours avec les agents, hein, j'écris pas les issues, MCP linéaire, etc. L'implémentation, là, je touche plus. En vrai, faut parfois reprendre sur des gros trucs, mais en vrai, je touche quasiment plus. Je lance l'agent, il fait l'issue, il implémente, il ouvre l'APR et je review du code, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu bizarre. C'est là où on se dit, ok, bah en fait, avant on avait les mains dedans, on aimait bien crafter les choses, mais en fait, tout le boulot se faisait quand même en amont sur l'architecture. On avait un peu ce flow de ok, j'ai écrit mon truc, je suis satisfait, j'ai passé une bonne journée à écrire du code, etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on shippait moins de valeur que ce qu'on peut le faire maintenant avec ça, quoi. Il y a des ratés là-dedans, il y a des ratés. Des fois, ok, dans la PR, ok, je me review moi-même mes PR et du coup après je lui dis de retext les commentaires de review. Et des fois, je me rends compte juste en fait, dans mon issue, on a un peu drifté par rapport à ce qu'on avait en tête. Et dans ce cas-là, il faut revenir un peu à une phase de spec et tout ce qui s'ensuit doit être un peu réajusté, quoi. Mais en fait, c'est comme dans n'importe quel projet, hein. En vrai, des fois, avec les humains, ça drift. Et faut venir récupérer. Et du coup, le reste du projet doit être réajusté. Comme je disais, voilà, les issues complexes peuvent trigger en fait une nouvelle phase de planning.
La review, alors là, c'est là où je pourrais rajouter maintenant, on fait vraiment de la review mixte, vraiment AI agent qui catch pas mal de choses en vrai. On est assez content aujourd'hui du mix de tools qu'on a sur la review. Mais encore, on a encore beaucoup de human review. Après, on a beaucoup de human review pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, ça fait partie de notre process SOC 2 aussi. Donc quand on est compliant, il y a quand même obligé d'avoir un tampon de OK, ça a été revu par un humain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des. Si on rajoute plus de guardrails, plus de rules, plus de tests, je pense qu'à un moment, la review humaine, elle a plus vraiment de valeur, quoi. Et là, on est en mode, on regarde plus le code et on fait comme les gens qui font du vibe coding, sauf que eux, ils jouent au casino, alors que nous, on construit vraiment une usine, quoi. On gère une usine. Je fais ce process-là jusqu'à ce que j'ai fini le projet, je passe au projet suivant. Souvent, quand un projet se finit d'implémenter, je commence à spéquer le projet suivant et puis ça déroule, quoi. Comme je vous disais, j'ai un petit skill. Je fais /linear to GitHub PR et en fait, il me fait tout. Je pourrais montrer le skill d'ailleurs à l'occasion si ça intéresse certains. Mais c'est pas rocket science, hein, j'ai décrit mon process de dev comme ce que je faisais quand je faisais à la main, juste c'est les agents qui le font. On peut rêver un peu du futur. Bon, c'est des trucs un peu de VC, mais il faut en mettre un petit peu. Le voice to build, bon, j'ai essayé un petit peu, c'est rigolo, mais en vrai, il faut être tout seul chez soi. En open space, ça va être génial. Je pense qu'on va devenir les gens les plus haïs de l'open space si on se met tous à dicter nos specs, nos prompts à notre agent. Mais les gens dans le sales, par exemple, qui sont tout le temps là avec leur téléphone à faire des notes, ce genre de choses, je pense que c'est les premiers qui vont adopter ce truc-là et qui vont être ultra rapides. En fait, le temps que tu mets à dicter le truc, en plus, parfois quand tu te reprends maintenant, il corrige et il remet les mots dans l'ordre. Enfin, genre, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Bah, après, c'est la course à la vélocité, évidemment. Je pense qu'on va voir évidemment des agents plus autonomes. Enfin, tout le monde, en fait, tous ceux qui construisent du logiciel agentique aujourd'hui, ça compense. Hein, c'est vers ça qu'on va. On le voit, hein, genre Cursor, par exemple, ils ont sorti les automations. Qu'en fait, tu as des triggers, genre une notification sur Slack, un message sur Slack, il y a un ticket linéaire qui chope un tag, ce genre de choses. Hop, ça pop du coup un agent, un cloud agent, et derrière, ça va commencer à investiguer, ça va aller voir sur Datadog, ce genre de choses. On peut voir évidemment toutes les réflexions autour de l'orchestration des agents. Voilà, et Claude qui a essayé de faire un petit agent Teams. Alors ça c'est une blague. Si on veut voir deux agents qui sont en train de s'envoyer des fleurs, c'est ça qu'il faut lancer. C'est incroyable. Mais bon, ils vont pas produire des bonnes choses. Mais bon, et au moins on voit qu'en fait il y a du travail là-dedans. On voit qu'il y a des bloqueurs, donc on n'y est pas. Mais il ne faut pas le voir en mode ok, ça ne marchera jamais. Non, enfin, les gens investissent du temps, investissent du travail, et on va finir par craquer le truc. Il y a zéro doute là-dessus. Quels sont les bloqueurs selon toi? Sur ça? Sur les Kanban? Moi, je pense que les Kanban, c'est comme un système de project management, c'est comme un linéaire ou un Jira s'il est mal configuré, si tu n'as pas le process derrière, si tu n'as pas toute la couche vraiment de DX qui fait que tu vas produire du bon code, bah, tu as beau bien planifier tes choses ou avoir le bon tool, si tu l'utilises mal, ça produit n'importe quoi, quoi. Shit in, shit out, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc tu vas juste amplifier ce que tu avais déjà. Donc je pense que les agent teams, ça peut avoir de la valeur, mais ce n'est pas ça la solution à l'organisation des agents. La solution, c'est plutôt avoir une architecture qui soit claire, compréhensible par des humains. Quand il y a besoin de rentrer dedans, on sait rentrer dedans. Ce n'est pas des fichiers de 20 000 lignes de code où tout est couplé, entremêlé. Voilà, c'est plutôt ça qui va faire qu'on va réussir à faire du code de qualité de manière véloce. Depuis le smartphone, j'avoue que moi je m'arrête plus trop en vrai. Genre je lance les Cloud Code, ensuite je prends mon téléphone, je me mets dans le canapé et puis je regarde si les agents ils ont bien travaillé et je les relance et tout.
Donc ouais, ma femme elle est très contente le soir devant la série. Mais ouais, bon, ça pose d'autres sujets sur le burn-out à partir de 11 heures après avoir fait 4 threads de Cloud Code, tu as juste envie d'aller te coucher. J'ai jamais autant dormi de ma vie, mais ouais, c'est vrai que ça, il y a un petit sujet sur en fait, on n'est pas trop fait pour faire ce niveau de context switching qu'on voit. Et ouais, il va falloir qu'on trouve des manières de se réorganiser autour de ça. Je vois les sales, ils ont plus l'habitude parce qu'ils ont toujours l'habitude de switcher entre deux comptes, etc. Mais ils oublient la moitié des trucs. La grosse différence, c'est que nous, on ne peut pas se permettre d'oublier la moitié des trucs. Donc, comment on fait pour s'organiser là-dessus? Ouais, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Et enfin, bon, apparemment, il y a un mec qui l'a fait, mais bon, c'est pas vraiment vrai. Mais ça, c'est le truc de VC. Il y a des gens, dont le mec de Replit, qui disait que voilà, on va voir dans les prochaines années la première billion-dollar compagnie avec uniquement une personne et du coup que des agents. Et peut-être. Bon, ça, c'est le truc. Alright. Moi, je pense que, conclusion, c'est on construit les fondations, mais en fait, comme on a toujours fait, et on les fait bien. C'est ça qui va vraiment décupler et aider l'AI en fait, à compound, tout simplement. En fait, c'est pas vraiment rocket science, c'est du software engineering qu'on fait depuis des années. Et si on le fait bien, je pense qu'on gagnera en vélocité grâce aux agents et on n'aura plus à écrire de code. Voilà pour moi.